Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Cadre. Aujourd'hui, on va continuer à parler de jeux. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir un grand joueur et le co-créateur du jeu La Corde Raide, entre autres. Bienvenue, Florian Etienne. Merci, bonjour Valériane, enchanté d'être au micro de Hors Cadre. Alors, pour vous le présenter un petit peu, si jamais vous étiez passé à côté, Florian est un passionné de jeux sous toutes ses formes. Les jeux de société, les jeux qui créent du lien, les jeux qui enseignent. Mais derrière ce goût pour le ludique, il y a une véritable mission. Accompagner les personnes, notamment les personnes neuroatypiques, à mieux comprendre leur fonctionnement, à se simplifier la vie et à cultiver leur bien-être, à échanger, à grandir, j'ai envie de dire aussi. Florian, tu es formateur, père aidant, grand explorateur de la neurodiversité. Tu utilises le jeu comme un levier de transmission et comme une passerelle entre les individus. Tu te définis toi-même comme un faiseur de liens, un Sherlock Holmes des organisations ou un maître Jedi des formations. Bref, quelqu'un qui prend le jeu très au sérieux sans jamais se prendre trop au sérieux. Avec Florian, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du jeu de société, en l'occurrence, dans l'accompagnement des personnes, dont les personnes neuroatypiques. Et j'avais envie de commencer par cette question. D'où te vient cette conviction que le jeu peut être un véritable outil d'accompagnement, et notamment pour les neuroatypiques? Alors, moi j'ai toujours été passionné par le jeu sous toutes ses formes. Je suis né au tout début des années 90, donc je suis aussi issu d'une génération où le choix ludique n'était pas énorme quand on était enfant et adolescent. On a eu les classiques, hein, Uno, Monopoly, La Bonne Paye, Risk, etc., qui n'étaient pas transcendants. Mais par contre, je fais aussi partie de cette génération qui a vu petit à petit se développer une offre ludique sur le territoire français qui s'est enrichie, diversifiée au fil du temps et jusqu'à devenir aujourd'hui une communauté énorme. Et le jeu est un outil qu'on utilise dans énormément de domaines aujourd'hui. Moi, j'ai relié très rapidement la pratique ludique à mon activité professionnelle en tant que formateur, en partant d'un constat très très simple, c'est que toutes les espèces mammifères apprennent par le jeu. Voilà, si on observe tous les mammifères du monde, les apprentissages se font chez les bébés par le jeu. L'exemple classique, c'est le chaton qui va s'entraîner à chasser en faisant la bagarre avec ses frères et sœurs, en sautant sur la petite balle ou la petite plume qu'on va lui tendre. Il va aiguiser ses réflexes de cette manière pour acquérir les compétences dont il aura besoin en tant que chat adulte, on va dire. Et c'est assez important pour moi aussi de recentrer le truc et de redonner la place à l'humain dans le système écologique dans lequel on évolue. On reste des animaux et on reste particulièrement des mammifères. Et je l'ai vu dans ma pratique d'animateur socio-éducatif aussi. C'est à travers le jeu qu'on apprend le mieux, c'est à travers le jeu qu'on ancre plus facilement les apprentissages. Alors pourquoi est-ce que je suis particulièrement convaincu que cet outil-là a une efficacité particulière pour les personnes neuroatypiques? Parce que justement, aujourd'hui, la diversité ludique, l'offre qu'on a pour pouvoir s'amuser et utiliser le jeu comme outil d'apprentissage, elle est très très large. Et selon le jeu qu'on choisit, on va venir travailler telle ou telle compétence spécifique, telle ou telle fonction cognitive ou fonction exécutive spécifique, et justement pouvoir venir exercer ou remédier des fonctions qui sont mises à mal un petit peu, on va dire, notamment dans les troubles neurodéveloppementaux. Merci pour tout ça. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, développer des compétences cognitives. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est un jeu comme un révélateur de plusieurs choses qu'on ne voit pas forcément. Parce que j'observe dans ma pratique, dans l'accompagnement des adolescents, et notamment d'adolescents avec un THPI, un très haut potentiel intellectuel, c'est qu'ils cachent énormément de choses. Il y a une espèce un mélange de honte qui est caché sous de l'arrogance, un mélange de culpabilité de ne pas être comme les autres qui est caché sous un aspect de caméléon. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que le jeu, notamment le jeu de rôle, tu vas nous en parler, permet de créer un espace qui est plus sécurisant pour parler des émotions, puisque c'est pas nous, on est à la place de. Je sais que moi, ça m'aide énormément justement avec ces ados à faire
émerger des émotions, des stratégies et comment ils fonctionnent eux-mêmes dans leur interaction sociale alors que même eux n'ont pas l'impression de le faire. Est-ce que toi, dans des jeux, et puis tu pourras nous en citer certains, justement, je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs, est-ce que tu observes les mêmes jeux dans les jeux de société en fonction des jeux, lesquels, etc. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu abordes là parce que c'est un concept qu'on retrouve énormément quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui concerne la théorie du jeu. Il y a plein d'écrits et il y a plein de penseurs et penseuses qui se sont penchés sur cette question-là. Et ce que tu mets en avant là, c'est quelque chose qu'on appelle, alors initialement on appelait ça le cercle magique et maintenant on appelle ça la bulle ludique. C'est un petit peu plus spécifique et en fait, c'est une théorie qui vient expliquer que lorsqu'on est en train de jouer, on s'immerge dans un espèce d'univers, quel que soit le jeu d'ailleurs, dans lequel on va pouvoir se permettre d'expérimenter des fonctionnements sociaux et émotionnels du coup, qui vont être différents de ce qu'on fait, d'ordinaire, de notre manière d'être ordinairement. Alors qui vont être différents, soit parce que ça va être un comportement qui est complètement aux antipodes de ce qu'on est concrètement dans la vie de tous les jours en relation avec les autres, soit qui va exacerber certains comportements, déjà existants. Tu parlais d'une forme d'arrogance. Moi, je le vois très régulièrement quand il y a ce côté-là, de la performance qui est très, très forte chez la personne que j'accompagne. On va avoir un esprit de compétition très, très exacerbé pendant le jeu et on va pouvoir venir toucher du doigt cette question-là, de la performance, du regard de l'autre. Par contre, et ça, je l'ai analysé d'abord, sur mon propre fonctionnement. Moi, c'est plutôt, l'inverse. Dans le jeu, je me permets d'être quelqu'un que je ne suis pas dans la vie de tous les jours. Jouer avec moi, c'est s'exposer à être face à un manipulateur horrible, à un bluffeur hors pair, alors que dans la vie de tous les jours, je fais tout pour ne pas être dans la manipulation. Je ne sais pas mentir, ça se voit directement sur ma tronche quand je suis en train de mentir ou quoi. Par contre, dans le jeu, je suis redoutable là-dedans parce que c'est un rôle et je me permets, dans un espace-temps cadré et limité, de pouvoir porter ce masque, là et avoir cette posture que j'ai pas d'habitude. Il y a plein, plein, plein de jeux qu'on pourrait citer. Alors moi, je sais que ce côté manipulateur et menteur ressortent le plus, c'est, notamment, le Shérif de Nottingham, qui est un super jeu où il faut bluffer, le shérif pour faire rentrer des marchandises, illégales dans Nottingham. Donc, un assez gros jeu et sinon il y a un petit jeu, beaucoup plus accessible dont les parties durent 5 minutes, qui a un petit goût de reviens-y, qui s'appelle Insider, où c'est un jeu à rôle caché, faut deviner des mots, il y a quelqu'un qui connaît déjà le mot dans le groupe et il faut à la fois deviner le mot et puis essayer de détecter qui est-ce qui nous a manipulés. Voilà, ça c'est vraiment 2 jeux qui font ressortir, ces côtés-là chez moi. Mais après, selon la personne qu'on a en face de nous, qu'importe le jeu qu'on va mettre en place, en fait, il y aura ce phénomène-là de bulle ludique où à un moment, bah, je suis plongé dans cet univers, dans cette espèce de petit laboratoire, alchimique de mes relations sociales, de mes relations émotionnelles à moi-même, où je vais expérimenter une manière d'être, une manière de fonctionner, parce qu'il y a pas d'enjeu dans la vie de tous les jours, en fait. Et le truc, il est vraiment là, c'est que si je me comporte de telle manière dans le jeu, ça va pas définir ma personnalité et ça va pas, engager une transformation de mes relations à l'autre. C'est hyper intéressant. Oui, il y a une espèce de jeu de rôle où on se met dans un rôle que possiblement on a envie d'explorer sans pour autant qu'on ait envie du tout qu'il soit soi-même. Mmh. Et parfois, ce que j'observe moi avec certains adolescents, c'est qu'ils jouent en quelque sorte leur propre rôle au bout d'un moment. Tu vois, on dit chasser le naturel, etc. Il y a des situations ou des questions où ça fait ressortir des émotions, où tout à coup, on parle plus en tu, on parle en je. Et c'est super intéressant. J'imagine que ça, tu as dû le voir aussi ou l'expérimenter dans des formations. Tu me parlais juste avant en aparté, une formation que tu as créée pour des 0-3 ans justement sur le comportemental. Si tu veux bien nous en dire 2 mots. Alors, oui, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand tu quand tu parles de ça. Oui, le jeu est un révélateur des comportements, spontanés. Moi, je l'utilise énormément, alors en formation d'adultes ou en intervention, en milieu professionnel, pour faire de l'intervention systémique, et de pouvoir dire: «Bah, OK, je mets en place une situation ludique avec des règles qui sont définies, mais il y a une liberté vraiment sur la prise de rôle que chaque personne va prendre, pendant la partie et justement, je fais jouer des personnes et puis le reste du groupe
observe les comportements et observe les grandes mécaniques qui vont se mettre en place, va définir les rôles qui ont été pris, par qui, pourquoi, comment ça s'est passé. Est-ce que les rôles ont tourné durant la partie ou est-ce qu'ils se sont figés dans un système qui, sur un quart d'heure, 20 minutes, est devenu quelque chose de bloc de marbre en quelque sorte. Donc il y a cet aspect-là au jeu qu'on peut utiliser d'un point de vue professionnel comme révélateur comportemental. Et tu parlais aussi du coup de cette formation. Alors oui, c'est une formation que je développe et que je mets en place sur le développement des compétences psychosociales par le jeu, que je décline selon les tranches d'âge, 0-3 ans, 3-6 ans, etc. Le jeu a aussi cette fonction-là de pouvoir exercer des comportements. Alors, adulte, on va venir mettre en avant ces comportements pour pouvoir les retravailler. Chez les enfants, on va plutôt exposer à certaines situations, certains rôles, pour pouvoir permettre à l'enfant de se positionner sur les compétences qui lui sont nécessaires dans le groupe pour pouvoir affirmer sa place ou pour pouvoir laisser un peu de place aux autres. Voilà, moi j'utilise aussi beaucoup le jeu sur ce qu'on appelle des groupes d'habileté sociale. C'est un terme qui revient assez régulièrement dans la psychoéducation du TSA notamment. J'ai un peu de mal avec le fait de parler de groupe d'habileté sociale dans le sens où l'idée, c'est pas d'essayer de faire apprendre à des personnes autistes comment se comporter normalement avec de grands guillemets, mais plutôt de comprendre un petit peu les dynamiques qui se mettent en place et d'être soi-même en pleine conscience. Mais l'idée, elle est vraiment là aussi, hein, de pouvoir mettre en place des situations ludiques où l'enfant va pouvoir expérimenter un comportement, une attitude, une expression émotionnelle et verbale aussi, laisser cette expérimentation exister le temps du jeu et pouvoir faire un débrief derrière. Donc ça, c'est la partie qui est vraiment hyper importante quand on fait ce type d'accompagnement. C'est pas juste mettre en place une partie de jeu et puis super, la partie elle est finie, merci, à la semaine prochaine. Il y a vraiment toute une partie de métacognition qui vient se mettre en place derrière pour dire, regarde, tu as vu là dans l'espace du jeu comment tu t'es comporté, et quelles ont été les conséquences sur la partie, d'une part, mais aussi sur le reste du groupe, sur les relations, et que ça soit des conséquences positives, dans le sens où le fait que tu viennes réguler à un moment le partage des ressources, ça a permis de faire en sorte que la partie soit plus agréable pour tout le monde. Mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives dans le sens, là, tu vois, quand tu t'es énervé parce que tu avais pas la ressource qu'il te fallait, il aurait fallu négocier, communiquer et essayer de trouver un terrain d'entente. Sauf que tu es rentré dans une frustration que tu pas réussi à gérer et qui ont fait que toi, ton expérience de jeu, elle a été négative, quoi. Oui, j'ai envie de continuer là-dessus sur le lien entre les personnes, justement, ce créateur ou briseur de liens. D'ailleurs, toi, tu te définis comme un faiseur de liens, on l'a dit en préambule. Tu as créé avec Anaïs Christin la corde raide. Et la corde raide, c'est un jeu de société qui est basé sur des dilemmes moraux. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes. Chaque carte propose une situation dans laquelle il faut choisir entre deux options, sachant que chaque option est imparfaite. Évidemment, hein, on est un peu dans la vraie vie quand même. Et les joueurs, ils doivent prendre position et argumenter leurs choix et écouter ceux des autres. Toujours évident. Donc en gros, le jeu met les participants en équilibre entre deux valeurs. Ça oblige à réfléchir, à nuancer, parfois à réviser son point de vue. Mais en tout cas, le grand défi, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de bonne réponse et apprendre à rester en dialogue, même quand les opinions diffèrent. On se rencontre fin mars d'ailleurs pour les auditeurs qui seraient sur Chambéry ou dans la région le 28 et 29 mars. Il y a un festival du jeu sur Chambéry, à Barbera. N'hésitez pas à aller rencontrer Florian et Anaïs et à aller découvrir la corde raide. En tout cas, moi j'ai très très hâte de pouvoir aussi m'en servir, notamment avec les ados et jeunes adultes que j'accompagne, parce que c'est pas toujours évident quand on est neuroatypique. Souvent, on a raison. En tout cas, c'est très souvent ce que j'entends. Non, mais de toute façon, moi, j'ai raison. Bon, là, tout à coup, le grand défi, ça va être d'accepter qu'il n'y a pas de bonne réponse et de rester en dialogue. Ce que j'ai très envie de tester, derrière une décision, il y a des valeurs, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler. D'après toi, est-ce que le jeu peut devenir une façon plus simple, peut-être sécurisante aussi, d'explorer ce qui nous traverse vraiment? Tu en as un petit peu parlé, mais si on repart sur la partie un peu plus adulte, et notamment avec la corde raide, tu peux nous faire un petit partage de retour, d'expérience? Nous, moi, je suis intimement convaincu que
justement le prétexte ludique peut nous permettre de venir explorer, notre monde intérieur, nos fonctionnements de manière sécurisée et sécurisée dans le sens, justement de l'enjeu, psychologique et social que ça va avoir. C'est-à-dire que psychologique dans le sens où l'expérience de pensée que je vais mettre en place ne va pas définir qui je suis intrinsèquement, mais, bien le rôle que j'ai revêtu pendant la partie et d'un point de vue social, parce que je vais pouvoir exprimer une certaine chose dans le cadre du jeu, parce que le jeu me permet cette expérimentation, sans encore une fois que ça vienne définir ma qualité, ou ma valeur. Avec Anaïs, on a énormément travaillé, ces dilemmes. Donc dans la corde raid, il y a 72 dilemmes qu'on a sélectionnés, qu'on a créés et sélectionnés parce qu'initialement, il y en avait plus de 180. Donc on a dû faire une grosse sélection au moment de passer à l'édition du jeu. L'idée, c'est d'être, vraiment, voilà, comme tu le disais, sur un système de dilemme moral. Les choix qui sont faits, choix A, choix B, vont systématiquement venir engager des valeurs que, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément envie d'opposer. Et on va avoir tendance à dire: «Mais il est où le choix C où je concilie un petit peu les 2?» Là, l'exercice, il est justement de dire: il faut que tu hiérarchies ces 2 valeurs-là, qu'il y a une petite présentation du contexte, qui est volontairement incomplète, qui permet à chaque personne de se projeter à sa propre manière dans la situation qu'on propose. Et bah, dans ce contexte-là et dans ton appropriation de ce contexte-là, si tu devais hiérarchiser, quel choix est-ce que tu ferais entre le choix A et le choix B? On a mis en place toute une partie de mécanique ludique avec un système de points. Alors, il y a 8 règles du jeu différentes. Il y a tout un livret pédagogique qui est téléchargeable quand on achète le jeu pour pouvoir exploiter l'outil de plein de manières différentes. Le mode classique, on va dire, qui se joue à partir de 4 personnes, c'est vraiment un système de points. Donc, il va vraiment falloir écouter les avis des autres pour pouvoir se positionner et tirer son épingle du jeu pour faire un maximum de points. Je me suis rendu compte que au fur et à mesure que j'expérimentais des parties, gagner des points ne m'intéressait plus du tout. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'entendre les raisonnements des autres et voir comment ça venait soit résonner sur mes propres fonctionnements, soit venir chambouler un petit peu, ma vision de la situation. Aujourd'hui, en toute honnêteté, le mode de jeu que je préfère sur la corde raid, c'est le mode de jeu à 2 parce qu'en fait, c'est un mode de jeu coopératif. Où l'idée, ça va être, d'exposer son point de vue, mais avant de révéler son choix, de voir avec son ou sa partenaire et de dire: «Alors, à ton avis, là, avant de révéler sur ce dilemme, est-ce qu'on a voté la même chose?» Et si on pressent qu'on a voté la même chose, on marque un point. Mais on a le droit aussi de pas avoir voté la même chose et de quand même marquer un point. Parce qu'on a su qu'on allait avoir des opinions différentes et après on va venir affiner alors, du coup, pourquoi toi tu as voté ça? Comment est-ce que tu analyses ce contexte-là au regard de qui tu es toi? Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant, la corde raid est ce qu'on appelle un OLNI, un objet ludique non identifié. C'est un jeu, mais c'est aussi un outil. En tout cas, on prend du plaisir à faire une partie et en même temps, on peut l'utiliser, sur plein d'aspects, différents pour travailler sa propre hiérarchie des valeurs, son expression, émotionnelle, l'écoute active des autres, et cetera. Enfin, il y a toutes les infos dans le livret pédagogique. Excellent, j'entends dedans aussi qu'il y a beaucoup d'apprentissage de l'écoute active, de gestion de ses propres émotions. On n'a pas le droit de sauter par-dessus la table pour aller gifler celui qui est en face parce qu'il dit des choses qui nous semblent absurdes. Que à la fois on peut aussi soit parler pour soi et venir gratouiller ses valeurs, soit puisqu'on est dans un jeu, revêtir le costume de qui que ce soit et donc jouer un rôle et aller à l'encontre de ses propres valeurs. J'ai effectivement très hâte d'y jouer. Tu as fait illusion tout à l'heure à ton TSA et tu disais que tu allais faire des conférences justement autour de ce jeu. J'ai l'impression, si je puis me permettre, qu'il y a un petit côté, ok, j'ai un TSA, mais finalement le jeu, ce que je transmets au travers de la corde raid et au travers de la puissance du jeu, est plus importante ou en tout cas tellement importante que oui, là, il faut que j'aille en parler et que j'aille témoigner et aller au-delà de mon ressenti à moi de neuroatypique. Tu veux bien nous en dire deux, trois mots? Alors, le jeu de société fait partie de mes intérêts spécifiques. Donc, voilà, si on est un peu sensibilisé, à la question du TSA, on sait que ça se caractérise notamment par ce qui est appelé dans le DSM-5 des intérêts restreints.
J'aime pas trop cette appellation de restreint parce que c'est restrictif, alors qu'on est plus sur de l'intérêt spécifique, dévorant, débordant. Voilà, moi, le jeu, on commence à me parler de jeu. Tu vois, on en a parlé d'ailleurs, toi et moi, en disant oui, on va faire un épisode, faut que ça dure 30-35 minutes. Sur le jeu et les neuroatypies, il va falloir me cadrer parce que je peux parler 3 jours de ce sujet-là en continu, il y a aucun souci. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet, le jeu et la remédiation cognitive par le jeu, la conférence que je suis en train de développer, que je présenterai pour la première fois lors du festival Ludinor Pro à Lille fin mai. C'est un sujet qui me passionne, qui lie à la fois la psychologie, l'accompagnement des personnes, donc la formation, l'éducation et les mécaniques de jeu. Donc ça vient aligner un petit peu les planètes sur les sujets qui me portent. Alors oui, ça reste quelque chose de très intimidant pour moi, tu vois, de me dire: «OK, je vais prendre la parole devant des dizaines ou des centaines de personnes», je sais d'ores et déjà que je vais être vraiment dans du masking, très poussé et il y a pas de souci, je l'assume complètement, mais ce que j'ai à apporter sur ce sujet-là, en termes de connaissances et d'expérience d'une part, mais aussi en termes de déclencher de la réflexion chez les personnes qui m'écoutent, bah, je trouve ça hyper important et je pense vraiment qu'il faut que je fasse cet effort-là, de surmonter mes angoisses, mes craintes pour pouvoir m'exprimer et surtout faire quelque chose en fait de cet intérêt spécifique qu'est le jeu de société. C'est déjà quelque chose auquel je me suis confronté, hein, avec l'expérience de la Corde Raid, parce que bon, créer un jeu en visio avec Anaïs, où on se voyait plusieurs fois par semaine, c'est une chose. Derrière, aller le présenter sur des salons, sur des festivals, faire toute une campagne de prévente avec de la communication sur internet, passer à la radio, faire des articles, c'en est une autre aussi. Donc il y a déjà quelque chose où, bon OK, ça va pas être facile, mais faut y aller en fait. Il y a à la fois, beaucoup de peur et de freins qui font que: «Oh là là, Flo, tu vas aller dans un festival, il va y avoir plein de monde, il va y avoir plein de bruit, il va y avoir plein de stimulation». L'angoisse, tu vas pas être chez toi, faut que tu te déplaces à l'autre bout de la France, tu vas devoir dormir dans un Airbnb, dire bonjour à des gens que tu as jamais vus, enfin c'est terrible, c'est absolument terrible. Mais en même temps, il y a un truc de, bah ouais, mais ce que tu as apporté et ce que tu vas vivre aussi, parce que le plaisir que je prends à présenter mon jeu, à le jouer avec de nouvelles personnes, à rencontrer d'autres personnes aussi, d'autres créateurs et créatrices de jeux. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, hein. Le jeu en vaut la chandelle. Merci pour ça. On entend qu'il y a effectivement beaucoup de générosité. Je pense que ça peut redonner espoir aussi sur le fait que lorsqu'on a, j'aime pas ce mot de trouble, mais bon, bref, le DSM-5 le dit comme ça, quand on a un trouble du neurodéveloppement, ça veut pas dire que c'est un territoire sur lequel on n'ira jamais, sur lequel on est incapable d'y aller. Vous voyez l'exemple de Florian qui, parce qu'il croit très fort dans ce qu'il a fait, et effectivement, il a raison, qu'il a conscience d'apporter quelque chose, il va aller jusqu'à dépasser ses peurs, dépasser tout ce qui sont connexes à ce trouble. Et pour ça, déjà, bravo, c'est vraiment porteur d'espoir. On a envie de se dire, ok, donc je peux le faire aussi. En fait, un immense merci pour ça, Florian. Grand plaisir. C'est pas facile, mais c'est faisable. Ma psy me le répète souvent. Si c'est dur, c'est que c'est là où il faut aller. Exactement, c'est devenu mon mantra. Ce qui te fait le plus peur, c'est le chemin que tu dois prendre. Alors évidemment, c'est celui devant lequel on a envie de se recroqueviller en boule en se disant non, mais en fait, non, c'est pas nécessaire. Et puis finalement, on se retrouve à chaque fois devant le même chemin et le même choix de chemin en disant ouais, cette fois, il faut que j'y aille. Si je peux rajouter un petit Et truc, ne restez pas seul là-dedans. Je pense que si j'avais été seul dans cette aventure, j'y serais jamais allé. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans ma vie, j'ai voulu créer des jeux, j'ai voulu faire des trucs liés au jeu et je suis jamais allé jusqu'au bout. J'ai eu la chance immense et infinie de rencontrer Anaïs. Et le fait d'être deux, ça donne un certain engagement social. Et les fois où j'aurais voulu me mettre en boule, justement, en me disant non, je reste dans mon coin et tout ça, je me disais, ben non, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour Anaïs parce que c'est notre projet commun. Et bah, ça remet la machine en route, en fait. Quand tout vient se bloquer, ça donne un sens qui nous transcende. tellement d'accord. Et t'as évoqué comme ça, vite fait, quand je dis à ma psy,
Je suis coach pour des adolescents et pour autant je suis aussi coachée et suivie. Je pense que c'est indispensable quand il dit de ne pas être seul. C'est vrai que je suis dans l'écriture de mon livre et je me sens portée parce que justement je ne le fais pas complètement seule. Et donc je me dis, bah non, mais je peux pas décevoir les personnes qui me font confiance. Donc forcément, j'y vais. On a tendance, quand on a des neuroatypies, à dire non mais ça va, je vais y arriver toute seule, j'ai pas besoin des autres. Ça va, je peux le faire parce qu'on a toujours été depuis tout petit cette difficulté, dans cette dureté, dans ce ok, les autres sont différents, donc moi je suis un peu tout seul, donc il faut que j'y arrive. On culpabilise de demander de l'aide et donc on se dit non mais je vais vous prouver que je peux y arriver tout seul. En fait, ce que je disais à mon grand garçon il y a pas longtemps, c'est un peu tout le paradoxe, tu me diras ce que t'en penses, de se dire j'ai fait beaucoup 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 de chemin tout seul. Donc oui, ça va être ma volonté, ma détermination, ce que je suis, qui va faire que j'avance. Et c'est aussi cette volonté, cette détermination qui va faire que je vais avoir l'audace et la force de dire aidez-moi. Le fait de demander de l'aide, c'est toujours terrible pour moi. Et je constate chez beaucoup de personnes neuroatypiques de mon entourage, avec qui je travaille, que le problème est un peu généralisé et commun à tout le monde. À mon sens, il faut essayer de le voir pas comme le fait de demander de l'aide à proprement parler, mais d'accepter, d'avoir besoin de ne pas être seul. Et je pense qu'il y a vraiment cette question-là, quand on fait quelque chose juste pour soi, c'est tellement plus facile de baisser les bras parce que ça n'engage que soi, en fait. Quelque part, le dilemme moral, il est intériorisé et puis je le gère que de moi à moi, en fait. Je suis en conflit avec moi-même et ça me va de voilà, je peux me bagarrer avec moi, au final, je serai toujours gagnant puisque c'est moi contre moi. Par contre, dès lors qu'il y a de l'engagement social et que je fais quelque chose, tu vois, quand je dis: «Ne restez pas seul» où moi j'ai eu besoin d'Anaïs pour mener à bien ce projet. Bien sûr qu'il y a des compétences énormes qu'elle a apportées et on s'est complété sur la construction de la corde raide, mais je pense que ce qu'on sait le plus apporter mutuellement, c'est cet engagement par rapport à l'autre et de se dire: «OK, là j'ai pas le droit de baisser les bras, parce que je le fais aussi pour quelqu'un d'autre» et je le vois aussi en tant que parent. Il y a des trucs où je vais pouvoir, surmonter toutes mes difficultés, tous mes freins. Alors parfois en surcompensant, hein, c'est vrai aussi, faut faire attention, faut trouver un juste milieu là-dedans. Mais je vais pouvoir énormément, surmonter mes propres difficultés si je le fais pour mon fils. Parce que je ne me laisse pas le droit de baisser les bras parce que c'est pour quelqu'un que j'aime et dont j'ai quelque part la responsabilité, morale et éducative, c'est un schéma où je pense qu'il y a beaucoup de personnes neuroatypiques. On est tellement sensible au regard de l'autre, au jugement de l'autre et à notre propre utilité dans la relation. C'est terrible de dire ça, hein, parce qu'une relation, d'un point de vue purement philosophique, ne devrait pas être définie par l'utilité de la personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là qui se joue, régulièrement dans la construction des personnes neuroatypiques. C'est à quoi je sers? Comment est-ce que je mérite l'amour de l'autre, l'attention, les efforts que cette personne met dans la relation? Et beh, le fait de se dire: «Bah, au moins je suis un ancrage pour l'autre, pour lui donner la motivation d'avancer, tout comme l'autre me donne la motivation d'avancer», ça me donne une sorte d'utilité et qui ne demande pas tant d'efforts que ça. Du coup, juste être là, en fait et de co-construire un projet et c'est énorme déjà. Merci infiniment. En fait, on arrive à la fin de cette interview, mais vraiment, on pourrait rester des heures. Tellement c'est riche et intéressant. Vous retrouverez dans les notes d'épisode, évidemment, le lien vers la corde raide. Vous retrouverez le contact de Florian. En quelques mots, moi, je retiens le jeu comme un lieu d'expérimentation. L'importance de débriefer, que le jeu est un cadre sécurisé justement pour expérimenter qui on est, qui on n'est pas, pour aller venir gratouiller sa relation à soi-même, sa relation à l'autre, gratouiller ses émotions, se découvrir, découvrir les autres, leur apprendre. Il y a cette bulle ludique aussi qui est créée, que nous sommes des mammifères comme les autres et donc nous apprenons par le jeu et qu'on l'a un petit peu oublié. Grandir, devenir adulte, c'est pas forcément oublier de jouer, bien au contraire. J'aimais beaucoup aussi d'accepter le besoin que nous avons, nous autres neuroatypiques, de ne pas être seul si on veut avancer. Puis j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Florian. Bah,
Jouer et expérimenter plein de jeux. Aujourd'hui, l'offre ludique en France, elle est énorme. Il y a vraiment des tas de jeux qui existent, des catalogues énormes pour tous les budgets, pour tous les goûts, pour tous les univers. Ne dites plus pour celles et ceux qui nous écoutent et qui disent ah le jeu c'est pas pour moi, j'aime pas jouer de toute façon. Ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est joué chez vous à un moment, qui vous a traumatisé, qui vous a marqué et qui fait que vous avez l'impression de ne pas aimer le jeu. Peut-être que oui, les parties infinies de Monopoly pendant des heures avec cette question de compétition et de gagner ou de perdre, d'écraser les autres, ça vous a marqué de manière un peu indélébile. Aujourd'hui, vous avez le droit de prendre votre revanche. Et il y a plein de choses qui permettent de le faire et d'expérimenter différemment. Mais jouez, vous allez voir tout ce qui va se passer en vous. Ça va déclencher des choses formidables. Et créer des très très jolis liens entre les personnes qui jouent ensemble. Tu parlais de ton fils. Nous, tous les dimanches, c'est soirée jeu à la maison. Apéro jeu, parce qu'il faut bien attirer les ados quand même. Et j'avoue que c'est hyper sympa. On se découvre et c'est très très chouette. Immense merci, Florian, pour cet échange extrêmement intéressant. Longue vie à la corde raide et sur Chambéry, les 28 et 29 mars, je vous mettrai dans les notes d'épisode les autres dates qui sont déjà pré-réservées. À jouer dans ces salons, à aller découvrir Florian et la corde raide et plein d'autres jeux si les enfants sont plus petits. N'hésitez pas, Florian est aussi une mine d'or de partage de toutes ses connaissances de jeux. Merci beaucoup, Florian, à bientôt. Merci Valériane, au revoir. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.